Imaginez qu'un jour, un inconnu vous chuchote à l'oreille que vos enfants ne sont pas les vôtres et que votre femme vous empoisonne à petit feu depuis des mois. Ce n'est pas un cauchemar. C'est exactement ce qui est arrivé à Timothée lors d'une simple soirée d'entreprise. Il pensait avoir une vie parfaite, une carrière solide, une épouse aimante et 2 fils magnifiques. Mais en une seule seconde, tout s'effondre. Ce qu'il croyait être une simple infidélité cache en réalité un complot criminel terrifiant visant à lui voler sa fortune, sa santé mentale et même sa vie. Comment réagiriez-vous si la personne qui dort à vos côtés voulait votre mort? Timothée a dû choisir entre s'effondrer ou devenir un stratège impitoyable pour sauver ce qui lui restait. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Installez-vous confortablement pour ce récit de vengeance glaciale. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous regardez et quel temps il fait chez vous aujourd'hui. On adore vous lire. Préparez-vous, car la fin de cette histoire va vous prouver qu'il ne faut jamais sous-estimer un père blessé. Il se pencha vers mon oreille, et l'odeur de son parfum coûteux se mêla à celle de l'alcool. Sa main se posa sur mon épaule en propriétaire, comme pour me clouer au sol. « Réveille-toi, imbécile !» murmura-t-il avec un sourire glacé, me regardant droit dans les yeux. « Ta femme est avec moi depuis des années, et ces enfants que tu élèves, ils sont aussi les miens. » À cet instant, je ne criai pas. Je sentis simplement le monde autour de moi s'effondrer en poussière. Ce soir-là, j'ajustais ma cravate devant le miroir et me sentais comme l'homme le plus heureux du monde. Stupide peut-être, mais quand on a 40 ans, 15 ans de mariage derrière soi, 2 fils merveilleux, Timothée 10 ans et Mehdi 7 ans, et une carrière bâtie de ses propres mains, on a le droit à une confiance tranquille. Je regardais mon reflet. Des cheveux grisonnants commençaient à pointer, mais mon regard restait direct et ferme. J'ai toujours pensé qu'un homme était celui qui encaisse les coups et protège sa forteresse. Ma forteresse, c'était ma famille. « Timothée, tu es prêt ?» La voix de Diane résonna depuis la chambre, légèrement nerveuse. Elle sortit dans le couloir, ajustant la bretelle de sa robe de soirée bleu marine. Elle était éblouissante. À 38 ans, Diane parvenait à conserver une silhouette de jeune femme, et cette étincelle dans les yeux qui m'avait fait tomber amoureux d'elle brillait toujours aussi fort. Ou du moins le croyais-je. « Tu es magnifique, dis-je sincèrement en lui tendant son manteau. « Merci. » Elle sourit, mais son sourire semblait forcé. « Écoute, peut-être que tu ne devrais pas venir. C'est la fête de fin d'année de ma société. Tu vas t'ennuyer. Que des discussions sur la logistique et les appels d'offres. » « Arrête !» Je lui pris fermement la main. « Je veux être à tes côtés. D'autant plus que ton patron, ce monsieur Luc, a tellement insisté sur la présence des conjoints. Ce serait impoli de refuser. » Dans la voiture, Diane resta silencieuse, tripotant nerveusement le fermoir de son sac à main. J'attribuais cela à la nervosité habituelle avant un grand événement. Elle venait d'obtenir une promotion, était devenue chef de service, et il était important pour elle d'être à la hauteur. J'étais fier d'elle. Moi-même, je l'aidais souvent avec ses rapports, la soutenais quand elle était fatiguée, prenais en charge les enfants pour qu'elle puisse se reposer. Nous formions une équipe. Du moins, c'est ce que je pensais. Le restaurant nous accueillit dans un éclat de cristal, de musique live et de brouhaha de voix. L'élite de la ville, des cadres prospères, des costumes onéreux. Je me sentais à ma place. Je n'étais pas un parent pauvre, j'avais ma propre petite entreprise solide dans le secteur du bâtiment. Je connaissais la valeur de l'argent et des gens. Nous entrâmes dans la salle. Diane se transforma instantanément. Son sourire mondain de circonstance revint sur son visage. Son dos se redressa. Des collègues s'approchaient sans cesse, saluaient, faisaient des compliments. J'acquiesçais poliment, entretenais des conversations légères, mais du coin de l'œil je surveillais ma femme. Elle cherchait quelqu'un du regard. « Et voici notre star de la soirée !» résonna une voix tonitruante. Un homme d'une 50aine d'années s'approcha de nous. Luc, l'organisateur de la soirée, propriétaire de l'entreprise. Grand, corpulent, avec le visage d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il veut d'un claquement de doigts. Il était déjà éméché. Dans une main, un verre de whisky, l'autre dans la poche de son pantalon. « Monsieur Luc, bonsoir !» Diane se raidit. Sa voix résonna d'une joie artificielle. « Diane, l'ornement de notre équipe !» Il s'approcha trop près, violant son espace personnel. Son regard glissa sur son décolleté si ouvertement qu'un ressort se comprima en moi. Mais je me tus.
Pour l'instant, je me tue. Et voici, je suppose, le mari. Il tourna vers moi un regard lourd et trouble. Timothée. Je lui tendis la main, le regardant droit entre les yeux. La poignée de main devait être brève, mais il retint ma paume plus longtemps que nécessaire, comme pour tester ma résistance. « J'ai entendu parler de vous, ricana-t-il. Entrepreneur en bâtiment? Vous construisez des maisons ?»« Je construis, répondis-je calmement, sans détourner le regard. Et je coule des fondations solides pour qu'elles ne s'effondrent pas. » Il éclata de rire, comme si je venais de raconter une excellente blague. « Les fondations, c'est important. Mais tu sais, Timothée, parfois il arrive qu'une maison soit bâtie sur un terrain qui ne t'appartient pas, et tu n'en sais rien. » Diane pâlit. Elle fit un pas brusque en avant, tentant de l'interrompre. « Monsieur Luc, on vous cherchait du service financier. »« Attends, Diane. » Il l'écarta négligemment comme une mouche importune. « Laisse-moi parler entre hommes. » Il fit un pas vers moi, presque contre moi. La musique jouait fort, autour les gens riaient, les verres tintaient, mais pour nous deux, un vide s'était formé. Je sentais l'agression qui émanait de lui, mêlée à un sentiment de supériorité. Il était ivre de pouvoir et d'alcool. « Tu es un bon gars, Timothée, » dit-il en baissant la voix. Son visage se fendit d'un sourire triomphant et répugnant. « Un vrai père de famille. Tu élèves tes enfants, tu portes ta femme sur les mains, tout droit sorti d'un tableau. Où voulez-vous en venir ?» Ma voix était neutre, mais mes poings dans mes poches se serrèrent jusqu'à ce que les articulations blanchissent. Je sentais une menace, pas physique, mais autre chose, plus terrible. Luc se pencha vers mon oreille. Ce moment s'étira sur une éternité. « Réveille-toi, imbécile, » murmura-t-il, et chaque mot tombait comme une pierre. « Ta femme est avec moi depuis des années. Pendant que tu poses tes briques, elle réchauffe mon lit. Et sa carrière, ce n'est pas grâce à son intelligence, mais à d'autres talents. » Je me figeai. Le sang se retira de mon visage. Ma première pensée fut de frapper, d'enfoncer ses dents dans sa gorge, là, devant tout le monde. Mais je me retins. Par un effort de volonté, je m'obligeai à rester immobile. « Vous êtes ivre, » articulai-je froidement, « et vous allez regretter vos paroles. » Il recula, me regardant avec moquerie. « Moi, je vais te dessouler, mais toi, tu resteras un cocu. Et encore, pour que tu comprennes bien tout. Ces enfants que tu élèves, Timothée et Mehdi, ils sont aussi les miens. Fais un test ADN, papa. » À cet instant, la musique sembla s'arrêter. Je regardais Diane. Elle se tenait à côté, blanche comme un linge. Et dans ses yeux, je ne vis ni indignation ni colère envers ce patron ivre. Je vis une peur animale, sauvage. Et je compris. Il ne mentait pas. Je ne le frappais pas, bien que chaque nerf de mon corps, chaque muscle exigeait d'écraser son sourire suffisant sur ce parquet coûteux. Mais je comprenais qu'un seul coup de poing et je perdais tout. Je deviendrais le mari instable et hystérique que la sécurité expulserait. Et lui resterait le vainqueur, la victime d'un ivrogne bagarreur. Non, j'étais un homme, pas un animal. J'expirais lentement, regardant Luc droit dans les yeux. Mon regard était lourd comme une pierre tombale. Le sourire glissa de son visage, remplacé par une expression de légère perplexité. Il attendait une explosion, des cris, une bagarre, et il obtenait un calme glacial. « On s'en va », dis-je doucement, mais de façon à ce que Diane tressaille. Je n'attendis pas sa réaction. Je me retournai et marchai vers la sortie. De dos, je sentais les regards. Certains avaient entendu, certains avaient vu. Je m'en fichais. Diane me rattrapa au vestiaire. Ses mains tremblaient quand elle tentait d'enfiler son manteau. « Timothée, attends. Timothée, s'il te plaît, écoute. Yves est ivre, il a juste... » Je me retournai brusquement vers elle. Elle s'interrompit. Dans mes yeux, il n'y avait pas de question. Il y avait un verdict. « Pas un mot, la coupai-je. Pas un seul mot avant qu'on monte dans la voiture. Ne m'humilie pas davantage. » Le trajet jusqu'au parking me parut être un chemin vers l'échafaud. Autour, la ville nocturne bruissait. Les gens riaient, quelque part, des voitures klaxonnaient, et pour moi, le monde s'était réduit aux dimensions de l'habitacle de notre SUV. Je m'assis au volant, démarrai le moteur. Mes mains reposaient sur le volant avec assurance. Mais à l'intérieur de moi, un incendie faisait rage. Cet incendie brûlait tout. Nos vacances ensemble, les premiers pas des enfants,
les soirées confortables avec des pizzas, son rire, ma conviction d'être un homme heureux. Nous prîmes l'autoroute. Diane était assise, collée au siège passager, comme si elle voulait devenir invisible. Elle pleurait doucement, silencieusement, mais j'entendais chacun de ses sanglots. Autrefois, en l'entendant pleurer, j'aurais retourné le monde pour la consoler. Maintenant, ce son ne provoquait en moi que du dégoût. « C'est vrai ?» demandai-je en regardant la route. Ma voix sonnait étrangère, mécanique. Elle resta silencieuse. « Je te demande si c'est vrai !» J'ai levé la voix en frappant le volant de ma paume. « Timothée, c'était il y a longtemps. C'était une erreur. » Sa voix se brisa dans un cri aigu. « Quelle erreur exactement ? Coucher avec lui ? Ou ce qu'il a dit sur les enfants ?» Diane se couvrit le visage de ses mains et éclata en sanglots. C'était une réponse. La pire réponse de toutes les réponses possibles. Si les enfants avaient été les miens, elle crierait maintenant, jurerait, me grifferait le visage pour prouver qu'il avait menti. Mais elle pleurait de culpabilité. Une vague de nausée me submergea. Timothée, Mehdi, mes garçons. Je leur avais appris à faire du vélo. Je leur avais désinfecté les genoux écorchés. Je m'étais assis à leur chevet quand ils avaient 40 de fièvre. Je voyais en eux mes traits, mon menton, la forme de mes yeux, ou je voulais simplement le voir. Cette pensée me frappa en plein ventre. Nous entrâmes dans l'appartement, tout était silencieux. La nounou dormait déjà dans la chambre d'amis, les enfants dans la leur. Cette odeur de maison, café, adoucissant et shampoing pour enfants, autrefois elle m'apaisait. Maintenant elle semblait fausse, un décor. J'entrai dans la cuisine sans allumer la lumière. Diane me suivit sans retirer son manteau. « Timothée, laisse-moi t'expliquer. » « T'expliquer ?» Je me tournai vers elle. Dans la pénombre, son visage ressemblait à un masque gris. « Tu veux expliquer comment pendant des années tu as couché avec ce gros salaud, puis tu rentrais vers moi ? Comment tu me regardais dans les yeux quand je disais que Mehdi me ressemblait par le caractère ? » Il me faisait chanter, lâcha-t-elle. Au début, c'était accidentel, lors d'une fête d'entreprise il y a 3 ans. J'étais ivre. On s'était disputé, toi et moi. Et ensuite, il a dit qu'il me licencierait, qu'il me couperait l'herbe sous le pied en vie. Timothée, je l'ai fait pour nous, pour ton entreprise, pour que j'aie un salaire, pour qu'on ne manque de rien. Je la regardais et ne la reconnaissais pas. La femme que j'avais adorée débitait maintenant de telles absurdités, tentant de justifier sa saleté par une forme perverse de souci pour la famille. « Pour nous » répétai-je doucement en m'approchant tout près d'elle. « Tu couchais avec lui pour nous. N'ose pas me salir moi et les enfants avec tes mensonges. »« Les enfants sont à toi » cria-t-elle en chuchotant, craignant de réveiller la nounou. « Timothée, je le jure, les enfants sont à toi. » Il a menti. Il voulait juste te faire mal parce qu'il est jaloux. Jaloux de quoi ? Qu'il utilisait ma femme comme un service gratuit ? Je saisis le verre d'eau sur la table et le vidai d'un trait. Mes mains tremblaient, mais mon esprit commençait à fonctionner froidement et clairement. « Demain matin, dis-je en martelant chaque mot. Je prends Timothée et Mehdi. On va à la clinique, on fait un test ADN. Diane se figea. Dans ses yeux passa une telle terreur que quelque chose en moi se brisa définitivement. Si elle avait été sûre, elle aurait elle-même proposé ce test. Timothée, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi traumatiser les garçons ? Ils t'aiment, tu es leur père. Un père, c'est celui dont le sang coule dans les veines, la coupai-je sèchement, bien que je ne croyais pas moi-même à cette phrase. Un père, c'est celui qui a élevé. Mais j'avais besoin de la vérité, n'importe laquelle, même la plus terrible. Si tu refuses ou tentes de m'en empêcher, je te mets à la porte tout de suite, sans tes affaires. Elle s'effondra sur une chaise, cachant son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Je la regardais et sentais un trou noir se creuser dans ma poitrine. Il n'y avait plus d'amour. Il n'y avait que de la douleur et une rage froide. « Va dormir dans le salon », lançai-je. « Tu ne rentreras plus dans notre chambre. » Je me retournai pour partir, mais à ce moment le téléphone de Diane tinta sur la table. Elle tressaillit, mais je fus plus rapide. Je pris le smartphone. Sur l'écran verrouillé s'afficha un message. Ni de sa mère, ni d'une amie. Le numéro n'était pas enregistré. Le texte du message me cloua sur place.
Le sang me monta aux tempes si fort que ma vue se brouilla une seconde. Tu lui as dit ou je lui envoie la vidéo de notre dernier week-end en déplacement? J'attends ta décision, ma belle. Je levai lentement les yeux vers ma femme. Elle comprit que j'avais lu. Je tenais le téléphone si fort que l'écran semblait sur le point de se fissurer sous mes doigts. Les lettres se brouillaient, mais le sens s'enfonçait dans mon cerveau comme des aiguilles brûlantes. Déplacement professionnel. Le week-end dernier. Je levai les yeux vers Diane. Il n'y avait plus de fureur dans mon regard. Il y avait le vide. Ce vide terrible qui reste à l'emplacement d'une ville brûlée. Donc Lyon, articulai-je d'une voix terriblement calme, même pour moi. Tu avais dit que tu allais à un congrès de logistique. J'ai annulé des rendez-vous clients pour rester avec les garçons. On a fait des crêpes le matin pendant que toi... Je ne terminais pas. L'image dans ma tête était trop vive, écœurante. Ma femme, ma Diane, dans un hôtel luxueux avec ce gros salaud transpirant. Et elle appelle ça du chantage. Timothée, ce n'est pas ce que tu crois. Elle commença son pitoyable balbutiement, tentant de se lever de la chaise, mais ses jambes ne la portaient pas. « Tais-toi !» Je fis un pas vers elle, et elle se recroquevilla contre le dossier de la chaise. Je me transfère ce message et je fais une capture d'écran. C'est une preuve pour le tribunal. Le tribunal? Ses yeux s'écarquillèrent. « Timothée, tu ne peux pas. Tu ne vas pas détruire la famille pour une seule erreur. » Je ricane, amèrement, méchamment. Ce n'est pas moi qui ai détruit la famille. Et ce n'est pas une erreur, Diane. C'est un mode de vie. Tu m'as menti en face pendant des années. Tu as couché avec lui le week-end dernier, puis tu es rentré à la maison et tu m'as embrassé. Comment tu te rinces la bouche après ça? Allô, Javel? Je lui lançai le téléphone sur la table. Le fracas la fit tressaillir. Demain, à 8h, on va à la clinique. Si tu tentes de le prévenir, de t'enfuir ou de faire une crise devant les enfants, je publie ce message dans le groupe de discussion de ta magnifique entreprise. Que tout le monde sache avec quel talent la chef de service a gravi les échelons. Elle pâlit au point de ressembler à un cadavre. Je savais que j'avais visé juste. Sa réputation, c'était tout ce qui lui restait. Je me retournai et partis, mais pas vers la chambre. J'allais dans la chambre des enfants. Là, dans la pénombre éclairée seulement par une veilleuse en forme de fusée, dormaient mes fils. Timothée était étalé en étoile, la couverture a déglissé par terre. Mehdi dormait recroquevillé en boule, serrant contre lui l'ours en peluche que je lui avais offert pour ses 3 ans. Je remontai la couverture sur Timothée, caressai la tête de Mehdi. Ses cheveux étaient doux comme du duvet. Ses enfants, ils sont aussi les miens. La voix de Luc résonna à nouveau dans mes oreilles. Je scrutai leur visage, tentant d'y trouver mes traits. Le nez retroussé de Mehdi, n'est-ce pas le mien? Le menton obstiné de Timothée, copie conforme de mon père. Ou est-ce que je veux simplement le voir? Mon cœur se serra si douloureusement qu'il devint difficile de respirer. Je les aimais, mon Dieu, comme je les aimais. Et la pensée qu'il pouvait être la progéniture de cet homme me tuait plus lentement et plus douloureusement que n'importe quelle balle. Cette nuit, je la passai dans le bureau sur le canapé sans fermer l'œil une seule minute. Je planifiais, je calculais les actifs, je me rappelais à quel nom était l'appartement, la voiture, la maison de campagne. J'avais toujours été un stratège en affaires. Maintenant, je devais devenir un général dans la guerre pour ma propre vie. Je n'avais pas l'intention de partir avec une seule valise, lui laissant tout. Pas après ce qu'elle avait fait. Le matin nous accueillit avec une pluie grise. Au petit déjeuner, je me comportais comme d'habitude, préparais des œufs au plat, plaisantais avec les garçons sur l'école. Les enfants ne remarquaient rien. Ils mâchaient leur toast et se disputaient à propos d'un nouveau jeu vidéo. Diane était assise en face, le nez dans sa tasse de café. Ses mains tremblaient tellement que la cuillère tintait doucement contre la porcelaine. Elle ne pouvait pas lever les yeux vers moi. « Papa, on ne va pas être en retard à l'école aujourd'hui ?» demanda Timothée en finissant son tartine. « Pas d'école aujourd'hui, les gars, dis-je joyeusement. On doit passer quelque part, faire un contrôle médical. Juste un examen de routine pour le club de sport, renouveler les certificats. » « Encore des piqûres ?» grimaça Mehdi. « Non, juste des cotons-tiges dans la bouche, ça ne fait pas mal du tout. » Nous roulions en silence. Diane était assise sur la banquette arrière avec les enfants, comme si elle cherchait protection auprès d'eux. Je regardais dans le rétroviseur. Elle écrivait sans cesse des messages à quelqu'un, cachant son téléphone. Je ne le confisquais pas. Qu'elle écrive,
Qu'elle ait peur. À la clinique, c'était stérile, propre et silencieux. La jeune femme à la réception nous sourit. « Bonjour, vous avez rendez-vous ?»« Oui, non, Duval, test de paternité. » Analyse express. La jeune femme hocha professionnellement la tête sans ciller. Mais je sentis Diane se raidir derrière moi, comme une corde prête à rompre. La procédure prit 5 minutes. Timothée et Mehdi rirent même quand l'infirmière leur chatouilla la joue avec le coton-tige. On préleva aussi des échantillons sur moi et sur Diane. « Les résultats seront prêts dans 3 jours, dit l'infirmière en scellant les tubes. Vous recevrez une notification par mail. » Nous sortîmes dans la rue. La pluie avait redoublé. Je ressentais un étrange vide. Les dés étaient jetés. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'allais ouvrir la voiture quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'appuyais sur répondre. « Alors, le héros, tu as fait les analyses ?» La voix au bout du fil était joyeuse, arrogante et douloureusement familière. « Luc. » Je me figeai, regardant Diane. Elle se tenait près de la voiture et me regardait avec effroi. Elle lui avait écrit. « Ne gaspille pas ton argent, Timothée, » continua Luc en mâchant quelque chose au téléphone. « Je te donne le résultat comme ça. Mais si tu as besoin d'un papier pour être sûr que tu as nourri les chiots d'un autre pendant 10 ans, je t'en prie. Seulement, sache-le. Dès que le résultat arrivera, je récupère mes fils et Diane. Tu resteras avec rien. »« Donc, des chiots ?» répétai-je. Ma voix était calme, mais à l'intérieur, on venait de retourner le couteau. « Tu parles trop, Luc. Attention à ce que ces mots ne deviennent pas ta condamnation. » Je raccrochai sans attendre sa prochaine salve d'ordures. Ma main tenant le téléphone retomba. Je regardai Diane. Elle était collée contre la portière de la voiture, se mordant les lèvres. Elle avait tout entendu, et elle savait que je savais. « Tu lui as écrit. » Ce n'était pas une question. Je constatais un fait. On vient à peine de sortir du cabinet médical et tu as déjà fait ton rapport au patron. Timothée, j'avais peur. Il m'a menacé. Tais-toi. Je démarrais le moteur. Tu n'avais pas peur de lui. Tu avais peur que la vérité éclate plus tôt que prévu. Tout le trajet jusqu'à l'école, nous roulâmes dans un silence de tombeau. Les enfants à l'arrière se turent, sentant la tension qui vibrait dans l'air. « Papa, pourquoi tu es si en colère ?» demanda doucement Mehdi quand nous nous arrêtâmes devant les grilles de l'école. Je me retournai. En regardant ses yeux confiants, je sentis ma gorge se nouer. Peu importe ce que montrerait le test, en ce moment précis, c'était mon fils, et je ne laisserai personne m'y faire du mal. Je ne suis pas en colère, mon grand. Je souris avec effort et lui ébouriffai les cheveux. J'ai juste beaucoup de travail. Allez en cours, je viendrai vous chercher. Vous m'entendez ? Moi seul. Maman sera occupée aujourd'hui. Diane tressaillit mais resta silencieuse. Quand les enfants disparurent derrière les portes de l'école, le masque glissa de mon visage. « Maintenant, on rentre à la maison, » dis-je sans la regarder. « Tu as 1 heure pour faire tes bagages. »« Quoi ?» Elle suffoqua d'indignation. « Timothée, c'est ma maison. Tu ne peux pas me mettre dehors. Où est-ce que je vais aller ?»« Chez Luc. » Je donnai un coup de volant brusque en m'engageant sur la route. « Il prend tellement soin de toi qu'il te fournisse un logement alors. Dans ma maison, il n'y a pas de place pour les traîtres. Tu vas le regretter. » Elle changea soudain d'expression. Dans sa voix perçaient ces mêmes notes que j'avais entendues hier chez son amant, méchante et venimeuse. « Si tu me jettes dehors, je demande le divorce et je te prends la moitié de tout, l'entreprise, les appartements et les voitures. Tu te retrouveras nu, Duval. Luc me donnera les meilleurs avocats. » Je freinai brusquement au feu rouge, me tournai vers elle et la regardai si intensément qu'elle recula. « Essaie, dis-je doucement. Mais sache que la guerre coûte cher. Et toi, ma chérie, tu n'as rien d'autre qu'une réputation ternie et un amant qui te considère comme sa propriété. Tu crois qu'il va t'épouser ? Tu es pour lui un trophée, un jouet qu'il a volé à un autre pour flatter son ego. Dès que tu deviendras un problème, il te jettera comme un mouchoir usagé. » À la maison, les bagages furent vite faits. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, et observais comment elle jetait des robes dans sa valise. Elle pleurait, hurlait des malédictions, puis essaya de jouer sur la pitié en évoquant notre mariage. J'étais sourd. Tout à l'intérieur de moi avait brûlé. Il ne restait qu'un calcul froid. Quand la porte claqua derrière elle,
Je ne ressentis pas de soulagement, seulement un vide vibrant. L'appartement semblait immense et étranger. J'entrai dans la chambre. L'odeur de son parfum flottait encore dans l'air. J'eus la nausée. Je commençai à arracher les draps pour les jeter à la poubelle. Je jetai les oreillers par terre. Et c'est là que mon regard accrocha quelque chose sous le lit, tout au fond contre un pied. C'était une petite boîte en velours. Elle avait dû rouler là par accident. Je la sortis. À l'intérieur, pas de bijoux, mais une clé USB. Une clé USB noire, ordinaire. Étrange. Diane ne s'était jamais intéressée à la technologie. Gardait toutes ses photos dans le cloud ou sur son téléphone. Pourquoi une clé USB dans une cachette sous le lit? J'allai dans le bureau, allumai l'ordinateur portable et insérai la clé. Le dossier s'appelait « Assurance ». J'ouvris le premier fichier. C'était un enregistrement audio. J'appuyai sur lecture. Des haut-parleurs sortirent la voix de Luc, ivre, joyeuse, et la voix de Diane. « Alors, il a signé tes documents pour l'appel d'offres ?» demandait Luc. « Oui, Luc, tout comme tu l'as dit. » La voix de Diane sonnait obséquieuse. « Il n'a même pas lu les petits caractères. Il me fait confiance. »« Parfait, » ricana Luc. « Dans 6 mois, sa société sera à moi. Et il me devra tellement qu'il ne pourra jamais rembourser de sa vie. Au fait, tu lui as mis ce que je t'ai donné pour qu'il ne soit pas trop actif au lit? Parce que je n'aime pas quand quelqu'un d'autre touche ma femme. » Un froid glacial me parcourut. Je me rappelais ces derniers mois, la faiblesse, la fatigue constante, l'apathie que j'attribuais au stress et à l'âge. Ils ne couchaient pas simplement ensemble. Ils me tuaient méthodiquement, étape par étape, moralement, financièrement et physiquement. J'ouvris le fichier suivant. C'était un scan d'un contrat, mon contrat, avec un sous-traitant que j'avais signé 1 mois plus tôt sur les conseils de Diane. Je relus attentivement les conditions que j'avais négligées auparavant, et je compris que si je n'agissais pas immédiatement, dans 1 semaine, je ne serais pas simplement un homme divorcé. Je serais en faillite avec une affaire pénale pour fraude sur le dos. J'étais assis devant l'écran, sentant le froid me pénétrer jusqu'aux os. C'était pire que l'infidélité. L'infidélité, c'est un coup de couteau au cœur. Mais ce que je voyais maintenant, c'était un meurtre de sang-froid, lent et calculé. Assurance. Voilà pourquoi le dossier portait ce nom. Diane n'exécutait pas simplement les ordres de Luc. Elle accumulait des preuves compromettantes contre lui aussi. Apparemment, elle comprenait que tôt ou tard, il tenterait de se débarrasser d'elle également. Dans le dossier, il n'y avait pas seulement des enregistrements de conversations sur mon entreprise, mais aussi des scans de la comptabilité noire de la société de Luc elle-même, des schémas d'évasion fiscale, des échanges avec des fonctionnaires. Elle gardait tout cela au cas où son amant déciderait de la lâcher. Mais maintenant, cet atout était entre mes mains. Je copiais tout sur 3 disques cloud différents, sur une autre clé USB, et cachais l'original dans le coffre-fort dont moi seul connaissais le code. Puis j'allai dans la salle de bain, ouvris l'armoire à pharmacie. Il y avait là un flacon de vitamines pour hommes que Diane m'obligeait avec tant de sollicitude à prendre depuis 6 mois. Pour le tonus, chérie, tu travailles tellement. Je versai les gélules dans un sachet. 1 heure plus tard, j'étais dans le laboratoire privé de mon ami médecin. « Analyse urgente, Yanis », dis-je en lui tendant le sachet. « Et prends-moi aussi du sang pour rechercher des toxines, des psychotropes, des sédatifs, tout ce qui peut inhiber la volonté ou causer de l'apathie. » Yanis me regarda avec inquiétude, mais ne posa pas de questions superflues. On aura les résultats ce soir. Ma prochaine étape fut le bureau de Yanis, mon avocat et vieil ami de l'armée. Quand je disposai devant lui des impressions des contrats et lui fis écouter l'enregistrement, il resta longtemps silencieux, brisant nerveusement un crayon. « Timothée, c'est du lourd, » finit-il par souffler. « Ils t'ont piégé pour escroquerie aggravée. Grâce à cette sous-traitance, ils ont détourné l'argent, mais d'après les documents, c'est toi qui l'as volé. Luc est clean, Diane est témoin, et toi tu prends 7 ans ferme. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je le regardais calmement. La panique était partie. Il ne restait qu'un objectif, détruire. On a cet enregistrement. Yanis tapota la clé USB. Ça change tout. Ça prouve l'entente et la contrainte. En plus, si on trouve cette saloperie dans ton sang, on peut déposer une plainte conventionnelle. Mais Timothée, Luc est un requin. Il a des connexions au parquet. S'il apprend que tu as des preuves compromettantes, il passera aux mesures extrêmes. Tu dois être prudent. Très prudent.
Je sortis du bureau de l'avocat avec un plan clair. D'abord, il fallait mettre les enfants en sécurité. J'allais à l'école. Mehdi et Timothée sortirent joyeux, se coupant la parole pour raconter leur cours. Je les regardais en pensant « Peu importe le sang, je ne vous donnerai à personne. »« Papa, on achète des pizzas et du coca ?» demanda Timothée. « Aujourd'hui, tout est permis, souris-je. On va au supermarché. » Nous remplîmes un caddie entier de produits. Les enfants riaient en choisissant des bonbons. J'essayais de maintenir leur gaieté, mais intérieurement, j'étais tendu comme une corde. Je regardais constamment autour de moi. J'avais l'impression qu'on nous surveillait. À la caisse, d'un geste habituel, j'approchais ma carte du terminal. Refusé. Fonds insuffisant. Je fronçais les sourcils. Sur ce compte, il y avait assez d'argent pour acheter une petite île. Réessayez, s'il vous plaît, demandai-je à la caissière. Refusé. Opération rejetée par la banque. La file derrière commença à grommeler avec mécontentement. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mehdi, effrayé. « Rien de grave, mon grand. Bug informatique. » Je sortis calmement du liquide de ma poche intérieure. Je portais toujours sur moi de l'argent en cas d'urgence. Une habitude des années 90 qui me sauva aujourd'hui de l'humiliation devant mes fils. Nous sortîmes du magasin. Je sortis mon téléphone pour aller sur l'application bancaire. Vos comptes sont bloqués par décision d'huissier de justice. Ça commençait. Luc n'avait pas attendu une semaine, il avait frappé immédiatement. Mes actifs étaient gelés, et au même moment, le téléphone tinta à nouveau. Une notification par mail de la clinique arriva. Objet du message, résultat du test ADN. Duval Timothée, Duval Mehdi. Je me tenais sous la pluie avec les sacs dans les mains. D'un côté, les comptes bloqués et la menace de prison, de l'autre, un fichier qui répondrait à la question « Et je vécus les 10 dernières années dans le mensonge ?» Je regardais mes fils qui s'installaient dans la voiture. D'un doigt tremblant, j'appuyais sur le fichier. Sur l'écran du téléphone brillaient des chiffres, des lignes sèches, sans émotion, qui pesaient plus lourd que toute ma vie passée. Timothée Duval. Probabilité de paternité 99,99%. Mehdi Duval. Probabilité de paternité 99,99%. J'expirais. Et avec cette expiration sortit de moi cette incertitude noire et poisseuse qui m'étouffait depuis 24 heures. Luc avait menti. Il n'avait pas simplement couché avec ma femme. Il avait voulu entrer dans ma tête, me faire renier ma propre descendance, me briser en tant qu'homme et en tant que père. Il voulait que je jette moi-même mes enfants dehors, que je vive avec l'idée que... Diane savait. Elle savait que les enfants étaient de moi. Mais elle s'était tue. Pourquoi ? Parce qu'elle le craignait ou parce qu'il lui était profitable de me garder sur le crochet du doute ? À cet instant, je cessai de ressentir la douleur. Il ne resta qu'une rage froide et calculatrice. Maintenant, j'avais les mains libres. Je ne défendais pas les chiots d'un autre, je défendais mon sang. Je montai dans la voiture et claquai la portière. « Papa, pourquoi tu as mis si longtemps ? On est trempés » se plaignit Mehdi en s'ébrouant. « Tout va bien, les bandits. Papa vient juste de recevoir de très bonnes nouvelles. » Je leur fis un clin d'œil dans le rétroviseur. « Maintenant, écoutez la mission. On va chez oncle Yanis à la campagne. Il y a un sauna, la forêt et une console. Vous allez vivre là-bas quelques jours avec ses fils. »« Et maman ?» demanda doucement Timothée. « Maman règle des problèmes d'adultes. Elle vous rejoindra quand elle pourra. » Je déposai les enfants chez mon avocat et ami. Yanis vivait hors de la ville, dans un lotissement sécurisé. C'était le seul endroit où Luc ne pouvait pas les atteindre pour le moment. « Protège-les de ta vie, » dis-je à Yanis alors que nous nous tenions devant le portail. Aucun appel à Diane, aucune sortie sur Internet. Compris. Yanis était sombre. « Timothée, on m'a appelé de la banque. Ce n'est pas juste un blocage, il y a une demande du parquet. On te colle un détournement de fonds aggravé. Luc a sorti l'artillerie lourde. Tu ne peux pas te montrer à l'appartement. Ils peuvent t'arrêter directement sur le pas de la porte. »« Qu'ils cherchent, souris-je. Je dois rencontrer Olivier. La toxicologie doit être prête. »« Tu es fou » secoua la tête Yanis. « S'il t'enferme en détention provisoire, Luc te bouffera là-bas. » Il n'en aura pas le temps. Je fonçais en ville, slalomant dans le trafic. La pluie s'était transformée en déluge. La ville semblait grise et hostile.
Le téléphone tinta à nouveau. Message d'Olivier, le médecin. Viens, urgent, pas au téléphone. Je le retrouvais dans un petit café en périphérie, loin des regards indiscrets. Olivier était assis dans un coin, remuant nerveusement un café refroidi. Il me tendit une feuille pliée. « Tu avais raison, murmura-t-il. On a trouvé des traces de psychotropes dans ton sang, et pas juste des calmants. C'est un mélange de neuroleptiques et de substances inhibant la volonté. À ces doses, ça provoque l'apathie, la perte de concentration, la baisse de libido. Et si on en prend longtemps, insuffisance rénale et arrêt cardiaque. » Je parcourus la liste des substances. « Combien de temps ?» demandai-je. « D'après la concentration dans les cheveux, au minimum 6 mois. On t'a empoisonné, Timothée, lentement, pour que ça ressemble à un déclin naturel dû au stress. Si tu avais continué à prendre ces vitamines encore quelques mois, tu ne te serais simplement pas réveillé, ou tu serais devenu un légume qui signe n'importe quel papier. » Je froissai la feuille dans mon poing. Le tableau était complet. Ce n'était pas simplement une infidélité et pas simplement un raid hostile sur mon entreprise. C'était une tentative d'assassinat. Diane, ma femme aimante, me servait chaque matin du poison avec le sourire pour que son amant puisse tranquillement mettre la main sur ma société et mon argent sans attendre le divorce. « Merci, Olivier. » Je me levai. « Où vas-tu maintenant ?» demanda le médecin effrayé. « Avec ce papier, il faut aller à la police. » « À la police ? Luc contrôle tout. Si j'y vais maintenant, ce papier disparaîtra et on me retrouvera dans une cellule, pendu avec un drap. Non, je vais voir celui que Luc craint plus que la police. » Je sortis du café. Le soir tombait. Je savais quoi faire. J'avais entre les mains les preuves de la fraude de Luc, les preuves que Diane m'empoisonnait. Et surtout, je connaissais le talon d'Achille de Luc. Sa femme, une femme autoritaire et riche, dont le père avait autrefois lancé Luc dans les affaires. Elle possédait 60% des actions de son holding, et elle détestait vraiment, vraiment quand son mari dépensait l'argent familial pour des prostituées et des aventures extra-conjugales. Mais avant que je puisse monter dans ma voiture, un 4x4 noir aux vitres teintées me barra le passage. 2 hommes en sortirent, costauds, en blouson de cuir, des visages non enlaidis par l'intelligence. « Timothée Duval ?» demanda l'un d'eux en glissant la main dans sa veste. « Monsieur Luc veut s'entretenir avec vous. Vous montez de vous-même ou on vous aide ?» Je regardais les gorilles, puis ma voiture, où se trouvait mon téléphone avec les fichiers envoyés. Fuir était stupide. Me battre contre 2 combattants professionnels aussi. Mais j'avais quelque chose de plus redoutable que les poings. « Retire tes mains », dis-je calmement à celui qui tendait la main vers mon épaule. « J'irai moi-même. Monsieur Luc veut parler. » « Parfait. Moi aussi j'ai des questions qui s'accumulent pour lui. » Le gorille grogna, surpris, mais recula. Il s'attendait à de la peur, des supplications, de la panique. Mon calme glacial les déstabilisa. « Monte à l'arrière », grommela-t-il. Nous roulâmes 40 minutes. Je ne regardais pas par la fenêtre. Je rejouais la partie dans ma tête. J'avais une seule chance. Si je me trompais dans mon évaluation de la psychologie de Luc, on m'enterrerait dans la forêt. Mais je connaissais ce genre d'hommes. Ils se prennent pour des dieux jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un qui n'a pas peur de brûler en enfer. La voiture entra sur le terrain d'un club de campagne, celui-là même où Luc aimait tenir ses réunions informelles. On me conduisit dans un bureau isolé. Luc était assis derrière un bureau massif, affalé dans son fauteuil. Devant lui se trouvait une bouteille de cognac entamée, et sur le canapé dans un coin était assise Diane. Elle avait une allure pitoyable, mascara étalé, mains tremblantes. En me voyant, elle tressaillit, mais n'osa pas lever les yeux. « Eh bien, bonjour, presque ex-mari. » Luc s'épanouit en un sourire, mais ses yeux restaient mauvais. « Tu as décidé de jouer à l'espion ? Tu caches des clés USB ? Tu cours chez les médecins ?» Il fit signe aux gorilles qui se postèrent à la porte, bloquant la sortie. « Je ne joue pas, Luc. » Je m'approchai du bureau et m'assis en face, sans attendre d'invitation. « Je termine la partie. Toi ?» Il éclata de rire. « Tu es un cadavre, Duval, financièrement et moralement. Tes comptes sont saisis. Ta femme est ma chose. Ton entreprise sera à moi demain matin. Qu'est-ce que tu peux terminer ?» Je tournai le regard vers Diane. « Les enfants sont à moi, » dis-je doucement et clairement. Elle releva brusquement la tête. Dans ses yeux jaillit un espoir mêlé de douleur.
Le test l'a confirmé. 99,9%. Timothée et Mehdi sont mes fils. Diane plaqua sa main sur sa bouche, étouffant un sanglot. « C'est vrai, murmura-t-elle. Luc, tu avais dit... Oh, ferme-la, aboya Luc. Quelle importance? À qui sont ces chiots? L'essentiel, c'est que papa va bientôt partir en tôle, et peut-être plus loin encore. Il se pencha vers moi, et son visage se tordit dans une grimace de haine. Rends la clé USB, Timothée, et les originaux des documents, et alors peut-être que je te laisserai quitter la ville vivant. Je le regardais et sentais une rage froide bouillonner en moi. Cet homme avait voulu me prendre tout, et maintenant, il marchandait pour ma vie. « Tu n'as pas compris, dis-je en sortant de ma poche la feuille pliée de l'expertise toxicologique. Il ne s'agit pas de fraude. Il s'agit de tentative d'assassinat en bande organisée, avec préméditation. » Je jetai la feuille sur le bureau devant lui. Neuroleptique, psychotrope, dose de cheval. Diane les a mis pendant 6 mois sur ton ordre. Ça fait de 15 à 20 ans de prison ferme, Luc. Dans le bureau s'installa un silence de mort. On n'entendait que le tic-tac d'une horloge ancienne de prix. Luc prit la feuille, la parcourut des yeux. Son visage commença à virer au cramoisi. Il regarda Diane. « Tu es une idiote, siffla-t-il. Je t'avais dit d'être prudente. »« Je faisais comme tu m'as dit, hurla-t-elle en sombrant dans l'hystérie. Tu avais promis que c'était sans danger. Assez. » Je frappai la paume sur le bureau si fort que la carafe sursauta. « Je me fiche de savoir qui de vous deux est l'idiot. J'ai l'enregistrement de votre conversation. J'ai le rapport du médecin. J'ai le schéma de détournement de fonds. » Luc se leva lentement. Sa main se dirigea vers le tiroir du bureau. « Tu n'as rien, Duval, dit-il doucement, parce que tu ne sortiras pas d'ici. Tu crois que j'ai peur d'un bout de papier? Mes hommes vont tout te prendre maintenant, et ensuite on te retrouvera dans un fossé avec une overdose. Très symbolique, non ?» Il fit signe au gorille. « Attrapez-le, fouillez-le. S'il bouge, cassez-lui les jambes. » Les deux derrière moi avancèrent. Je me levai. « Si je n'appelle pas mon contact dans 5 minutes, dis-je en regardant le canon du pistolet que Luc venait de sortir du bureau, tous les fichiers partiront automatiquement à ta femme, Hélène. » Luc se figea. Le pistolet dans sa main trembla. Le nom de sa femme agit sur lui plus fort que la menace de la prison. « Tu bluffes, croassa-t-il. Vérifie. » Je souris du sourire le plus terrifiant dont j'étais capable. « Tu veux risquer tout ce que tu as, les actions, l'argent, la vie. Hélène ne te pardonnera pas le vol dans sa poche. Elle te détruira. 1 seconde, 2, 3. » Le regard de Luc oscillait entre moi, le téléphone sur le bureau et les gorilles. Il comprenait qu'il était acculé, mais je voyais dans ses yeux la folie d'un rat traqué. Un rat acculé ne se rend pas. Il saute à la gorge. « Prenez-lui son téléphone, hurla-t-il. Vite !» Un gorille m'attrapa par le cou. Je réussis à frapper en arrière du coude, l'atteignant au plexus solaire, mais le second me tordit déjà le bras. « Cassez-le !» hurlait Luc. « Qu'il la ferme !» La douleur transperça mon épaule quand le gorille me tordit le bras jusqu'au craquement. Je serrai les dents pour ne pas crier. Ma vue se brouilla, mais ma conscience restait claire. Je voyais le visage de Luc déformé par la peur et la rage, qui tentait de ses mains tremblantes de déverrouiller mon téléphone. « Le code !» hurlait-il en postillonnant. « Donne le code ou je leur ordonne de te briser la colonne vertébrale. » 1908, articulai-je en le regardant droit dans les yeux. La date de notre mariage, que tu as piétiné. Je crachais du sang sur le tapis coûteux. Luc tapotait frénétiquement sur l'écran. Diane sanglotait dans le coin, se couvrant les oreilles. Elle ne tentait pas d'aider, elle ne me regardait même pas. Elle attendait de voir qui gagnerait pour rallier le camp du plus fort, comme un parasite. « Ça ne marche pas !» hurla Luc en jetant le téléphone contre le mur. L'appareil éclata en morceaux. « Il se fout de nous, cassez-le, finissez-en avec lui !» Le gorille qui me tenait resserra sa prise autour de mon cou en étranglement. L'oxygène cessa d'arriver. Le monde commença à se rétrécir en un point. Je râlais, griffant ses bras puissants, mais les forces étaient inégales. Dans ma tête martelait une seule pensée. Je n'ai pas eu le temps. Aurais-je mal calculé? Et c'est à ce moment que la porte du bureau s'ouvrit à la volée. Sur le seuil se tenait une femme d'environ 50 ans,
élégante, glaciale, dans un tailleur noir strict. Derrière elle, 2 hommes en costume sombre, pas des gorilles, des avocats. « Lâchez-le », dit-elle d'une voix qui ne tolérait aucune objection. Le gorille me relâcha immédiatement. Je tombai à genoux, toussant, aspirant goulûment l'air. Luc devint livide. « Hélène, ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi !» Hélène entra dans le bureau comme une reine sur son territoire. Son regard balaya la pièce, moi à genoux, Diane en larmes sur le canapé, Luc avec le pistolet encore à la main. « Monsieur Duval m'a tout raconté il y a 2 heures, dit-elle froidement. Enregistrement, documents, toxicologie. Mes avocats ont tout vérifié. Tout est authentique. » Hélène se tourna vers son mari. Maintenant, dans son regard, il n'y avait plus l'ombre d'une pitié. « Tu m'as volé, Luc, pendant des années. Tu détournais des actifs par des sociétés écrans de cette crin. » Elle agita négligemment la main vers Diane, comme pour chasser la poussière. « Tu as empoisonné un homme avec des psychotropes. Tu as déshonoré ma famille. Hélène, pardonne-moi. C'est le diable qui m'a tenté. C'est elle qui est responsable de tout. » Luc, oubliant toute fierté, tomba à genoux et rampa vers sa femme. « C'est elle qui m'a ensorcelé. Elle m'a forcé. Je vais tout rendre. » C'était un spectacle pitoyable et répugnant. Le maître de la vie qui 5 minutes plus tôt me menaçait avec un pistolet se traînait maintenant au pied d'une femme, implorant son pardon. Hélène recula d'un pas avec dégoût. « Tu ne rendras rien, parce que tu n'as rien. Demain matin, mes avocats déposeront une demande de divorce et d'annulation du contrat de mariage sur la base d'actions criminelles. Tu sortiras de ce mariage avec ce que tu avais en y entrant. Des dettes et des chaussettes trouées. Et ensuite le parquet s'occupera de toi. » Elle fit signe aux hommes de sécurité. « Sortez ces ordures. » On traîna Luc hors du bureau. Il hurlait, se cramponnait au chambranle, criait des malédictions, mais personne ne l'écoutait. Dans le bureau restèrent moi, Hélène et Diane. Diane était assise sur le canapé, recroquevillée en boule. Elle comprenait que tout son monde venait de s'effondrer. Plus de protecteurs, plus d'argent, plus de carrière. Elle leva vers moi des yeux noyés de larmes. « Timothée, murmura-t-elle. Je ne savais pas. Je ne voulais vraiment pas. Il m'a forcé. S'il te plaît, ne m'abandonne pas maintenant. Je suis la mère de tes enfants. » Je la regardais. Étrangement, je ne ressentais plus de haine, seulement du dégoût et de la fatigue. Comme si on regardait un cafard écrasé. « Tu n'es pas une mère, Diane, » dis-je doucement. « Une mère n'empoisonnerait jamais le père de ses enfants pour un amant. Tu es une complice. » Je me tournai vers Hélène. « Qu'adviendra-t-il d'elle ?» Hélène sourit froidement. « Cela dépend de vous, Timothée. La plainte à la police pour tentative d'empoisonnement est déjà rédigée. La toxicologie est entre mes mains. » Je tapotai ma poche. « Alors elle risque une vraie peine, comme complice et exécutante. Sauf, bien sûr, si vous décidez de faire preuve de clémence. » Diane glissa du canapé et rampa vers moi. « Timothée, je t'en supplie, ne m'envoie pas en prison. Pense aux garçons. Comment vivront-ils en sachant que leur mère est en prison? Je disparaîtrai. Je partirai. Je signerai tout ce que tu voudras, mais pas la prison. » Je regardais la femme que j'avais aimée pendant 15 ans et je voyais devant moi une personne totalement étrangère, vide, pourrie de l'intérieur. « Je penserai aux garçons, dis-je durement. C'est exactement pour ça que je ne veux pas qu'ils te voient comme ça. » Je m'accroupis devant elle, regardant son maquillage étalé. « Je ne porterai pas plainte, dis-je. » Diane sanglota de soulagement, tentant de m'attraper la main, mais je la retirai. « À une condition. Tu rédiges aujourd'hui même une renonciation complète à tes droits parentaux, volontairement, et tu disparais de nos vies pour toujours. Tu pars dans une autre ville, tu changes de numéro, tu oublies les noms de tes fils. Si tu tentes ne serait-ce qu'une fois de t'approcher d'eux, je relance l'affaire d'empoisonnement, et tu prendras cher. Choisis, la liberté dans la solitude ou la prison. » Elle se figea. Dans ses yeux, il n'y avait plus ni amour, ni repentir, seulement un calcul fébrile. Elle ne pensait pas aux enfants. Elle pensait à sa propre peau. « Je suis d'accord, » murmura-t-elle en baissant la tête. « Où est-ce que je signe ?» Timothée se redressa et regarda Hélène.
Vos avocats auront bien un formulaire tout prêt pour ce genre de cas. Pour ce genre de cas, il s'en trouve toujours, acquiesça-t-elle avec une ombre d'admiration. Vous êtes un homme fort, Timothée. Peu de gens savent trancher aussi net dans le vif. J'ai dû apprendre, répondit-il en sentant un poids énorme glisser enfin de ses épaules. J'ai quelqu'un pour qui ça en vaut la peine. 1 heure plus tard, Timothée sortait du club. La pluie avait cessé. L'air était étonnamment clair, lavé, presque neuf. Il était seul, sans femme, avec un passé en ruine. Mais il était libre et il était vivant. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Yanis. « Prépare le sauna, frère. Je viens chercher les garçons. On rentre à la maison. » 6 mois avaient passé. Timothée se tenait sur la terrasse de leur nouvelle maison. L'ancien appartement avait été vendu. Trop de fantômes y erraient. Trop de mensonges s'étaient incrustés dans ses murs. Il s'était installé à la campagne, plus près des arbres et du silence, comme il en avait toujours rêvé. Ici, l'air avait un autre goût. Pur, sans odeur de gaz d'échappement, ni arrière-goût de trahison. En bas, sur la pelouse, Timothée Junior et Mehdi jouaient au ballon avec le nouveau membre de la famille, un immense golden retriever aux poils dorés nommé Atlas. Timothée les regardait en souriant. Pour la première fois depuis très longtemps, ce sourire ne demandait aucun effort. Il venait tout seul, léger, évident. Sa santé s'était entièrement rétablie. Les toxines avaient quitté son corps, le brouillard dans sa tête s'était dissipé, et avec lui était revenue cette acuité professionnelle qu'il avait cru perdue. Son entreprise non seulement avait survécu, mais avait repris son essor. Après le scandale autour de Luc, Hélène avait tenu parole. Elle l'avait dépecé jusqu'à l'os. Son holding s'était effondré, et beaucoup de ses anciens partenaires, ayant découvert ses méthodes, avaient préféré travailler avec Timothée. L'honnêteté avait encore cours, finalement. Luc avait disparu des écrans radars. On disait qu'il se noyait dans l'alcool dans un 2 pièces loué, traqué par les créanciers et ses propres démons. Quant à Diane, elle avait tenu parole. Elle avait signé tous les documents et était partie au nord, chez de lointains parents. Sa vie ne l'intéressait plus. Pour lui et pour les garçons, elle avait cessé d'exister. Bien sûr, pour eux, ce fut difficile. Au début, ils demandaient, attendaient, pleuraient parfois la nuit. Timothée ne leur avait pas menti, mais il ne leur avait pas jeté toute la boue au visage. Il leur avait dit que les adultes commettent parfois des erreurs qu'on ne peut pas rattraper, et que leur mère avait choisi une autre vie. Le reste, le temps le ferait comprendre. Il était là, chaque minute. Ils sont devenus une vraie bande, ses fils et lui. Ils cuisinaient ensemble, faisaient les devoirs ensemble, allaient pêcher, construisaient des cabanes dans les bois. Peu à peu, la douleur s'est mise en retrait, remplacée par une calme certitude. Demain, il s'en sortirait. Yanis le rejoignit sur la terrasse, une assiette de viande grillée à la main. « À quoi tu penses, Timothée » demanda-t-il en lui donnant une tape sur l'épaule. « Je pense que Luc n'avait raison que sur une seule chose » répondit Timothée en regardant le soleil se coucher derrière la lisière. « Laquelle ?» Ce soir-là, il m'a dit « Réveille-toi ». Et je me suis réveillé. Le réveil avait été brutal, comme si on lui avait plongé la tête dans une eau glacée en plein hiver. Mais sans ce soir-là, sans sa fanfaronnade d'ivrogne, il dormirait encore. Il avancerait à tâtons dans une vie en carton-pâte, pendant qu'on le tuerait lentement, à petits coups. Maintenant, il était vivant, vraiment vivant. Timothée descendit vers la pelouse. Mehdi, en l'apercevant, laissa échapper le ballon et se rua vers lui. « Papa, regarde comme Atlas saute haut !» Il le prit dans ses bras et le lança en l'air. Mehdi éclata de rire, et ce rire était la plus belle des musiques. Timothée Junior s'approcha, le ballon sous le bras. Il avait changé en quelques mois. Son regard s'était durci, comme s'il avait grandi de plusieurs années en un seul hiver. Dans ce regard, Timothée reconnaissait sa propre fermeté. « Vous savez les gars, dit-il en les serrant tous les deux contre lui, tout ira bien pour nous. Vous savez pourquoi ? » « Pourquoi » répondirent-ils en chœur. « Parce que nous sommes une forteresse. Et une forteresse ne peut pas être détruite de l'extérieur. S'il n'y a plus de traîtres à l'intérieur. Et chez nous, il n'y en a plus. La vie est une chose étrange. Elle peut te frapper si fort que tu es certain de ne jamais te relever. Elle peut t'arracher ce que tu croyais le plus précieux. Mais elle te donne aussi la force de reconstruire. Plus solide, plus juste,
plus propre. Timothée ne regrettait plus le passé. Il lui avait appris la seule règle qui compte. Un homme, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui se relève, qui se dépoussière et avance, en protégeant ceux qui marchent derrière lui. Et lui, pour eux, resterait debout, toujours.